Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mes lectures du mois de janvier. C'est donc le premier bilan de lecture de cette année et j'aimerais bien réussir à vous faire à la fin de chaque mois un bilan. Du coup ce mois-ci j'ai lu 6 livres que donc je vais vous présenter dans cette vidéo. Ma première lecture de l'année 2024 et je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. C'est Supernova, le tome 1, du coup l'Académie des constellationnistes d'Axel Ménéglier, publié chez Collection R. Dans ce livre, on suit l'histoire de Cassiopée. Cassiopée, c'est une jeune femme de 18 ans qui vit sa petite vie. C'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Sa mère est décédée quelques années auparavant et elle a une relation très conflictuelle avec son père qui, il me semble, boit. Et voilà, ils ont peu d'argent, donc elle a un job à côté de ses cours au musée. Et sa vie va basculer lorsqu'un jour, alors qu'elle est au musée, il y a un groupe de personnes qui entrent. Et ces personnes, je sais pas, Cassiopée se sent un peu irrémédiablement attirée vers ces personnes et elle les suit. Ils finissent par arriver dans une espèce d'auditorium dans lequel est rassemblé beaucoup de jeunes de 18 ans qui assistent à une cérémonie, une espèce de cérémonie un peu du choix-peau, comme dans Harry Potter. Sauf qu'en fait ils montent sur une espèce de pierre au centre de la salle qui ensuite illumine un signe du zodiaque. Les gens ensuite quittent la salle et elle se sent attirée à nouveau vers cette espèce de pierre. Elle va monter dessus et un signe va s'illuminer. Elle va du coup découvrir qu'en fait elle appartient au peuple des constellationnistes et que les personnes qu'elle pensait être ses parents ne sont en fait pas ses parents biologiques qui eux l'ont abandonnée à sa naissance. Elle va du coup se retrouver embarquée dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, auquel elle ne comprend pas grand chose et elle va intégrer l'Académie de Londres pour apprendre en fait à maîtriser son don. Elle passe du coup de sa petite existence un peu ordinaire et solitaire parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis à un monde de magie à maîtriser, à de nouvelles connaissances. Elle va se faire tout un groupe d'amis, etc. Et elle va surtout se retrouver un petit peu embarquée dans des mystères. Au fur et à mesure de son existence du coup à l'académie, elle apprend qu'en fait les constellationnistes ont été chassés de leur monde par le tyrannique Azimek qui veut s'emparer en fait du pouvoir. Et pour ça, il cherche à récupérer un constellationniste hors du commun avec des pouvoirs hors du commun, la Supernova. Le problème c'est que la Supernova, c'est un constellationniste qui a tellement de pouvoir qu'elle peut complètement exploser, enfin imploser d'ailleurs. Et ça peut faire beaucoup de dégâts. Du coup en fait, la plupart des constellationnistes sont à la recherche de la supernova qui en fait est une légende qui est censée selon les prophéties être née mais qu'on n'a jamais retrouvée. Donc voilà, il y a quand même tout ce mystère autour de ça et de tout ce que, si on trouve la supernova, tout ce que ça va impliquer. Donc voilà, Cassiopée elle se retrouve un petit peu balancée là-dedans. Et voilà, nouvelle identité en quelque part, des pouvoirs à maîtriser, un tout nouveau monde à découvrir. Et donc voilà, c'est ce que raconte ce livre. Ça a été le livre gagnant du concours TikTok organisé par Collection R. C'était un R de premier roman, donc c'est le premier roman de l'autrice. On n'est pas sur un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce roman et j'ai hâte de lire la suite. C'est une trilogie du coup, donc j'ai hâte que le tome 2 et ensuite le tome 3 sortent. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même pas mal d'actions, hein. Ça s'enchaîne, c'est assez rythmé. J'ai beaucoup aimé aussi le développement des personnages secondaires que je trouve plutôt bien fait et on s'attache à eux, on s'attache à Cassiopée, on découvre son monde avec elle. J'avais peur qu'il y ait un petit peu trop de choses en référence au signe du zodiaque, etc. Au fait que quand t'es tel signe, t'as telle personnalité et ainsi de suite. Au final c'est pas le cas. Si vous avez un peu trop peur que ce soit les pages d'astrologie de Marie-Claire, rassurez-vous, on n'est pas du tout là-dessus. Pour le coup c'est hyper original, le système de pouvoir est quand même assez original aussi. Et on n'est pas sur ils sont nés à telle date donc ils sont constellationnistes du bélier par exemple. C'est pas le cas. C'est bien fait, l'héroïne est attachante, les personnages sont attachants, il y a du rebondissement. Le seul truc qui a fait que je n'ai pas trop accroché, c'est qu'il y a un espèce de triangle amoureux qui se met en place. Et un des protagonistes masculins de ce triangle amoureux me sort par les deux yeux et le fait que Cassiopée reste accrochée à ce personnage là, ça m'a énervée parce qu'il a fait des trucs le gars, j'avais envie de le jeter par la fenêtre.
Et je trouve que par rapport à ce personnage là, elle pardonne des choses un petit peu trop vite et ça m'a pas trop plu. Et je trouve qu'en plus ça servait pas forcément à l'intrigue, le fait que celui-là il soit toujours dans les parages. Ce personnage vraiment j'ai pas pu. Si vous avez lu le livre, je pense que vous savez de qui je parle. On a commencé l'année avec une bonne lecture et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai continué le mois de janvier avec le tome 1 puis le tome 2 du Souffle de Midas, enfin des Chroniques Homérides d'Alison Germain, publiées aux éditions du Chat Noir. Dans les Chroniques Homérides, on suit Louise qui est une étudiante et qui travaille dans un magasin de bijoux et de gemmes qui s'appelle Crystals. La vie de Louise va basculer le jour où, en sortant du travail, elle entend quelqu'un hurler et au lieu d'appeler la police comme toute personne normalement constituée, elle va aller vers la provenance des cris, puisqu'il continue. Elle va se sentir attirée, elle va aller vers là-bas et elle va tomber sur une femme qui est en sang, en train de décéder. Cette personne va rendre son dernier souffle dans les bras de Louise. Suite à cela, Louise est hospitalisée puisqu'elle s'évanouit. Elle raconte ce qui s'est passé et en fait personne ne la croit parce qu'il n'y a aucune trace du crime qu'elle décrit là où c'est censé s'être passé. Et en plus là où elle a été retrouvée c'est en bas de la colline, donc sachant que l'inconnue est décédée en haut de la colline et qu'elle a été retrouvée en bas, elle sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle a été bougée de place. Et il va commencer à lui arriver des petites choses un peu bizarres. Elle va à la douche, elle se lave. Il y a des paillettes d'or qui tombent au fond de la douche dans le bac quoi, un peu bizarre. Et en fait elle finit par transformer des objets en or en fait. Elle va rencontrer Angus qui est un détective et qui cherche en fait la personne qui est décédée dans les bras de Louise. Et en fait c'est le seul qui va la croire. Angus va finir par lui narrer le mythe du roi Midas. Donc Midas, le fameux roi grec qui change tout en or. Et en fait, quand Angus va lui parler de ça, Louise elle va se rendre compte qu'il sait peut-être pas mal de choses sur ce qui est en train de lui arriver et sur pourquoi elle se met à changer elle-même les objets en or tel le roi Midas alors qu'elle n'est pas le roi Midas vraisemblablement. Et en fait sa vie du coup va basculer, elle se rend compte qu'elle est une Homéride, donc en fait une héritière d'Homère et des pouvoirs qui ont été confiés par les dieux. Et forcément vous vous doutez bien que le pouvoir de transformer les choses en or ça suscite quand même quelques convoitises. Et la vie de Louise va se retrouver quelque peu en danger. J'ai lu ces deux premiers tomes assez vite. J'ai eu un peu plus de mal pour le deuxième. Alors, j'apprécie l'histoire. Je suis assez mitigée en fait par la lecture de ces deux tomes. Je sais que je finirai, je dirais le tome 3. Mais je suis un petit peu mitigée et je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup l'histoire et l'univers. En fait, l'intrigue plaît, j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite, je veux savoir ce qui va arriver à Louise. À la fin du tome 1, on nous laisse sur un cliffhanger, j'étais genre quoi? Bon, à la fin du tome 2 aussi, mais je me suis un peu... J'ai pris du recul sur la saga parce que il y a des choses qui me dérangent un petit peu, même si voilà, je veux savoir la fin de l'histoire, je veux le fin mot de l'histoire, je veux savoir ce qu'il se passe, donc en ça le livre est bien fait. Après dans les choses qui me dérangent, il y a le personnage principal en fait, Louise, j'ai envie de la tarter tout le temps. Elle a des réactions où on se dit mais quelle personne réagit comme ça, comme quand elle monte en haut de la colline, quand l'autre est en train de hurler à la mort qu'elle est en train de se faire assassiner. Appelle la police en fait, je ne sais pas, ça paraît plus logique, même si t'as été attiré par le truc, mais genre tu te rends compte que c'est pas une bonne idée en plus, donc n'y va juste pas. Et d'autres choses avec le personnage d'Angus, donc il y a un rapprochement. Ils sont tout le temps en train de se chamailler, mais vous savez que moi j'aime bien quand les protagonistes qui s'aiment bien se chamaillent. Mais là c'est trop et il y a des moments où on a l'impression qu'ils se disputent juste pour se disputer et pour le coup la façon dont c'est fait peut me déranger un petit peu. Il y a un truc qui fait que je n'accroche pas au style d'écriture, c'est que je trouve qu'il y a énormément de références de pop culture. Donc il y a des livres dans lesquels ça ne me dérange pas parce que c'est dosé, tranquille. Une référence c'est ok. Là, dans ce livre-là, je trouve que c'est presque, c'est pas à toutes les pages, mais presque quoi. Il y a même un moment où il y a une page où j'ai noté 4 références de pop culture. Il y avait une référence, je crois, au shampoing Garnier, une référence il y avait 2 références à des séries, une référence à un autre livre. Et en fait, j'ai trouvé
à mon goût en tout cas, que c'était un petit peu trop. Je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est bien écrit et vraiment l'intrigue est bien emmenée et je veux savoir la suite. Mais en fait, toutes ces références là, moi, me sortent de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez lu le livre, je sais pas si vous avez eu la même impression que moi ou pas. Et surtout qu'on est sur une histoire du coup qui a un trait à la mythologie. On est certes à notre époque actuelle, mais qu'elle nous rappelle qu'elle a vu l'épisode 8 de je sais pas quelle saison de Game of Thrones et que le mec il ressemble à je sais pas qui dans Friends ou... Enfin, c'est trop. Et ce serait une fois, ça irait, ce serait même 2-3 fois dans le livre, ça irait, mais c'est juste que là c'est tout le temps et personnellement c'est ce qui me dérange dans ces livres là et je préfère vous le dire que vous soyez prévenus et que ça vous saute pas aux yeux ou peut-être que ça vous embêtera pas, hein. Ça c'est mon avis personnel qui fait que ça m'embête un petit peu. Mais à côté de ça, je trouve que l'intrigue vaut le coup, est hyper intéressante et bien menée. Donc c'est pour ça du coup que j'ai fait une pause avant d'attaquer le tome 3 parce que j'avais besoin de passer sur un autre style d'écriture pour pouvoir après me replonger dans le dernier tome et essayer de l'apprécier. Parce que pour le coup dans le premier tome, quand j'ai attaqué la saga, j'ai pas été embêtée par ça, mais c'est d'enchaîner les 2 tomes avec tout ça qui a, je pense, été un petit peu dommageable dans mon appréciation du tome 2. Même si dans le tome 2, l'intrigue reste bien et les péripéties restent bien et la succession d'événements reste bien. Donc ça reste une bonne histoire, mais il y a ce petit quelque chose dans le style moi qui m'a embêtée. À la suite de ça, j'ai lu le tome 1 de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Cette grosse bricasse, on l'a lu en lecture commune express sur le Discord d'Emma de la chaîne La Bouquinade. On l'a fait en lecture express, c'est-à-dire qu'on l'a commencé le vendredi soir et on l'a fini le dimanche. Oui, on est des fous, non, on n'a pas grand chose à faire de nos vies visiblement. Après, au niveau pagination, bon, on a des marges qui sont très grandes, quand même, c'est pour relativiser, hein. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'interligne, c'est quand même très aéré. Après moi j'ai apprécié le fait comme ça que ce soit aéré, parce qu'en plus j'ai eu l'impression d'avancer super vite, donc j'aime bien en vrai. Il peut faire peur parce qu'il est gros, mais en réalité il se lit quand même très vite. Donc en fait ici on est sur une réécriture de l'histoire de La Belle et la Bête, et on suit Harper qui est atteinte de paralysie cérébrale. J'étais assez contente de trouver une protagoniste qui avait ce type de pathologie parce que c'est quelque chose dont on parle très peu en fait, et du coup elle a un handicap moteur du fait de cette paralysie cérébrale. Elle a une de ses jambes qui fonctionne pas hyper bien, mais elle fait fi de son handicap et elle montre que elle se débrouille très bien malgré ça, hein. Donc du coup Harper, elle vit à Washington à notre époque, et en fait un soir, alors qu'elle surveille la rue pour son frère qui est en train qui baigne dans des bisbises pas très légaux on va dire, pour leur permettre de survivre, elle fait le guet. En fait elle va être témoin d'une tentative d'enlèvement et malgré le danger, pareil hein, au lieu de prévenir la police, je ne sais pas ce qu'elles ont toutes, au lieu de prévenir la police à foncer dans le danger comme ça. En même temps il n'y aurait pas d'histoire derrière, donc voilà, mais j'ai envie de dire les filles, please. Elle va foncer vers ce danger imminent pour essayer de libérer en fait la jeune femme qui est en train de se faire enlever. Et en fait du coup l'agresseur il va lâcher sa première proie et il va la substituer avec Harper. Et sauf qu'en fait il va l'enlever, mais il va pas l'enlever 3 rues plus loin, non, il va juste l'enlever dans un autre monde, le monde d'Amberfall. C'est un royaume avec un château, de la magie, tout est digne des contes de fées, il y a le prince. Sauf que le prince, je vous ai dit on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, le prince il est maudit. Le prince c'est un peu la bête. Il est coincé dans un automne éternel, il cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire et maléfique qui à la fin de chaque automne va bouffer les habitants. Et bien sûr la seule façon de rompre la malédiction, je vous l'ai dit on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave, forcément c'est qu'une jeune femme tombe amoureuse de lui. Ce cycle là c'est la dernière chance pour le prince reine de briser la malédiction, donc il va falloir à tout prix qu'il arrive à ce que ça se passe bien avec Harper. Le truc c'est que Harper, comment dire, le prince, sa magie, son royaume, la malédiction, ça la fait pas trop rigoler tout ça. Et elle est pas tout à fait prête à être coopérante au départ, hein. Donc voilà, ça c'est le pitch du tome 1. On a prévu de faire normalement le week-end prochain si je me trompe pas la lecture du tome 2, toujours en lecture express. C'était vraiment hyper chouette de faire ça, bon, moi j'ai trop kiffé. On a fait des live Twitch avec Emma en alternance, je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch aussi en description de cette vidéo si j'y pense. Et puis je pense qu'on fera pareil du coup pour le tome
tome 2. Encore une fois, on n'est pas sur un coup de cœur, mais vraiment on est sur une jolie lecture. J'ai aimé l'écriture fluide, j'aime bien les réécritures de contes de façon générale, donc forcément ça m'a plu. J'ai bien aimé le fait qu'on alterne entre les points de vue de Harper et de Ren, et ça c'est chouette. Moi j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, quand il y a une alternance entre les points de vue de personnages, je trouve ça chouette de pouvoir savoir ce qu'il y a dans leur petite caboche à tous les deux. J'ai beaucoup aimé aussi le développement des personnages secondaires, et notamment le personnage de Grey qui est le général du prince Ren. Vraiment Grey, je pense que le tome 2 sera un peu plus centré pour lui et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui, et je crois que dans le club de lecture en fait on est un peu tous comme ça. On a une relation du coup entre Harper et Ren, forcément vous la voyez venir, la belle et la bête, mais qui se met pas en place du jour au lendemain. On n'est pas sur un basculement du jour au lendemain de oh je le déteste à oh mon prince, vous voyez, enfin ce genre de choses il n'y a pas. Les choses se mettent en place petit à petit, il y a des enjeux politiques aussi, des enjeux de survie du peuple qui sont quand même assez mis en avant, et ça j'ai bien apprécié aussi. Il y a juste un truc qui m'a fait un peu bizarre au départ, c'est que je dirais que la première moitié du livre, peut-être un peu moins au premier tiers, mais il y a une première partie de livre où en fait on lit 300 pages, on a l'impression que ça fait 3 semaines qu'elle est là, Harper, alors qu'en fait ça fait 2 jours. Et ça au début au niveau temporalité ça m'a fait un peu bizarre, et ensuite ça se rééquilibre. Ça a été, c'est vrai que le tout début ça m'a un peu fait bah attends là elle est là depuis 3 semaines ou elle est là depuis 2 jours avec tout ce qui leur arrive, c'est pas possible. Il y a toute une succession d'événements et vraiment j'ai trouvé le livre plutôt bien fait, donc je vous le recommande, assez sympa. C'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'ai quand même assez hâte de voir la suite. Et surtout, je suis assez curieuse de voir quel virage ça va prendre, parce que je pense que ça va prendre un sacré virage. J'ai en tête qu'on va peut-être, après La Belle et la Bête, se rapprocher peut-être des légendes arthuriennes ou de quelque chose comme ça pour le tome 2. À voir. Mais c'est le pressentiment que j'ai, on verra si c'est ça ou pas. Ensuite, on a enchaîné avec une autre lecture commune, et c'était le tome 1 de Heather Dreams de Eden Deterra, publié chez Hachette. J'avais déjà lu le webtoon, et du coup ça c'est le roman. Et il y a mon petit marque-page qui va vous dire bonjour. Regardez, c'est des beautés. C'est Eden qui fait elle-même ses illustrations. Franchement, cette fille est une star et bourrée de talent. Enfin, vraiment. En plus, elle est adorable. Elle a tout pour elle. Dans Heather Dreams, on va suivre l'histoire de Aiden qui est amnésique et qui se réveille au plein milieu de nulle part, perdue au milieu de la nature. Elle n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, elle se rappelle juste de son prénom et qu'elle a un collier autour du cou. Elle sait pas d'où vient le collier, voilà. Le collier, il a l'air un petit peu magique, elle sait pas trop pourquoi, elle sait pas trop à quoi ça lui sert. Selon ses émotions ou les éléments avec lesquels elle est en contact, son collier va briller d'une couleur différente, mais elle sait pas trop à quoi ça correspond. Elle comprend pas trop ce qui lui arrive. En même temps, la pauvre, elle est amnésique. C'est pas très pratique pour comprendre ce qui t'arrive. Elle essaye de comprendre d'où elle vient, de survivre tant bien que mal. Elle va croiser la route de Lee. Petite anecdote, moi je disais Leigh, mais en fait, quand on a rencontré Eden à la dédicace à Bordeaux, elle nous a dit que c'était Lee. Voilà, je crois. J'espère que je me trompe pas. Et Lee en fait c'est un jeune homme qui est aussi exaspérant que fascinant et qui semble en savoir beaucoup sur le passé d'Aiden. Ils vont donc du coup se rapprocher et en fait Lee va essayer de la rapatrier dans leur monde qui va finir par se passer. Aiden elle va se retrouver plongée dans un univers qui est tissée de magie mais surtout de danger pour elle, puisqu'en fait elle est gardienne de l'éther, c'est-à-dire que c'est elle qui doit contrôler l'équilibre entre les éléments pour que leur monde ne sombre pas dans le chaos tout simplement. Le problème c'est que elle se rappelle plus trop comment faire, elle se rappelle pas trop d'où elle vient. Pour maintenir le contrôle sur les éléments, un petit peu délicat quoi. Puis vous en doutez bien que sa position est très convoitée et que du coup il y a des personnes qui lui en veulent un petit peu et qui vont essayer de la mettre un petit peu en danger quoi. J'avais vraiment adoré le webtoon, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques, l'histoire est trop chouette. Donc j'étais très curieuse de la découvrir sous la forme de roman. Ce que j'ai apprécié dans le roman c'est qu'on a la succession entre les personnages et pas seulement Lee et Aiden, on a tous les personnages en fait qui peuvent avoir leur chapitre avec leur point de vue à eux, et ça j'ai vraiment trouvé ça cool parce que c'est à la fois du côté des protagonistes mais aussi du côté des antagonistes, des personnages secondaires, vraiment hyper chouette. L'intrigue est vraiment hyper cool et en fait on comprend avec Aiden ce que c'est que l'éther, ce que c'est que le rôle de gardienne de l'éther, ce que ça a comme enjeu, etc. On est aussi intrigué comme elle, justement par le fait que on sait pas trop les enjeux, donc faudrait peut-être nous éclairer un petit peu. On va suivre en fait sa quête d'identité avec elle et voilà,
voilà, l'histoire est bien faite, il y a des rebondissements. On a une héroïne qui est pleine de répartie et d'humour et j'adore. Après, moi comme j'ai lu la webtoon, le webtoon, je sais pas comment on dit, des fois je dis le, des fois je dis là, c'est pas possible. Mais comme j'ai lu webtoon, comme j'avais découvert l'histoire sur webtoon, il y a des rebondissements en fait auxquels je m'attendais et dont je savais qu'ils allaient arriver. Donc peut-être que ça m'a fait un peu moins savourer ma lecture que ça aurait été, même si voilà, le style d'Eden est vraiment super, que ce soit en webtoon ou en roman, vraiment elle est trop forte. Et l'histoire est bien écrite, c'est bien ficelé, ça s'amène petit à petit. Et surtout on termine sur le cliffhanger. Alors moi je sais ce qui se passe après. Heureusement que je sais ce qui se passe après. Parce que vu qu'on sait toujours pas quand sort le tome 2 en roman, si j'avais pas lu, que je savais pas ce qui se passait après, je pense que j'aurais été au bout de ma vie. Clairement, je vous présenterai pas ce livre en détente aujourd'hui. Après, il y a des différences quand même avec le webtoon, c'est que c'est plus détaillé, on est plus dans la tête des personnages, etc. C'est juste que le fil conducteur, forcément, on l'a en avance. Mais du coup, j'ai assez hâte du tome 2 en version roman pour voilà, rentrer dans la tête des personnages un peu plus profondément que dans la version graphique et savoir de quoi il en retourne pour eux en fait. Voilà. Donc franchement si vous l'avez pas lu je vous le conseille fortement. Et enfin j'ai terminé le mois toujours en lecture commune. J'ai été un peu trop vite sur la lecture commune, pardon. En lisant Un hiver pour te résister, donc le tome 2 de la saga des saisons de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman. Donc là on passe sur de la romance. J'avais beaucoup aimé Un automne pour te pardonner, d'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée. Et là on change totalement d'univers puisqu'en fait on n'est pas sur une romance slash enquête, on est sur une romance en fait tout court. On va suivre Lily qui est la star montante du patinage artistique. Elle fait du patinage en couple et en fait son objectif, il est unique, c'est remporter la médaille d'or aux mondiaux de patinage artistique. Le truc c'est que à 4 mois des championnats du monde, son partenaire va se blesser et en fait ça compromet toute chance de participer à la compétition qui l'a fait tant rêver. Il va falloir qu'elle trouve un nouveau partenaire et il se trouve que son nouveau partenaire va être Orion Williams alias la star du patinage artistique qui a mystérieusement arrêté 3 ans auparavant et qui est l'idole de Lily. Le truc c'est que en général, quand on rencontre ses idoles, au lieu d'être que ça se passe super bien, etc., souvent on est un peu déçu. Et ça manque pas puisque Lily, quand elle rencontre Orion, elle se retrouve face à un homme hyper distant et un homme qu'elle trouve hyper méprisable en fait, qui parle mal d'elle. Voilà, vraiment ça ne le passe pas du tout. De son côté, Orion, il avait arrêté le patinage artistique 3 ans auparavant en fait, parce que il pense qu'il est maudit. À chaque fois qu'il a une partenaire, sa partenaire, il lui arrive un truc, elle se blesse ou enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, il veut pas en fait que Lily, elle finisse comme les autres parce qu'il a assez donné quoi. Et suite à une idée du coach d'Orion, ils vont en plus devoir cohabiter pour se rapprocher parce que les mondiaux c'est dans 4 mois et 4 mois mine de rien ça passe vite et pour des gens qui ne se connaissent pas et qui doivent patiner ensemble comme s'ils l'avaient fait toute leur vie, il va falloir trouver un moyen de se rapprocher assez rapidement. Donc les débuts vont être un petit peu houleux et on va suivre leur histoire en fait. Est-ce que Lily et Orion vont subir les mêmes tragédies qu'Orion a subies avec ses partenaires précédentes? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre pour aller vers leur objectif commun de victoire? C'est ce qu'on découvre dans ce roman. Bon après voilà, Morgane Moncombe en romance, moi j'aime bien. On sait comment ça va se passer, mais parce que c'est une romance, mais il y a quand même des rebondissements qu'il faut que... Il y a certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui font que on se dit oula c'est une romance, je suis censée savoir comment ça va finir à la fin, mais avec les rebondissements qu'il y a là, comment est-ce qu'on va en arriver à ce que je m'imagine dans ma tête? Et est-ce que vraiment ça va arriver? Ça remet un petit peu en cause ça. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de longueur que ça. Moi j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien rythmé au fil des compétitions, que leur vie ensemble c'était assez rigolo. C'était assez rigolo de les voir se chamailler tout le temps. Et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai assez hâte de découvrir le tome suivant de la saga des saisons. Et après même si j'ai apprécié celui-ci, j'ai quand même préféré celui avec Camélia et Lou parce que je crois que le côté un petit peu enquête et tout ça, ça m'avait bien plu. Je trouve que c'était un plus qui du coup n'est pas là, mais le livre reste quand même très sympathique, très agréable à lire. Et voilà, c'est le dernier livre que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres parmi ceux-là que vous avez dans votre pile à lire ou alors que vous avez lu, à me donner votre avis dessus, je suis assez curieuse. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!